Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur TV Sud pour le journal et dans les titres de ce mercredi 9 mai. La communauté homosexuelle de Montpellier particulièrement émue et impatiente après l'élection de François Hollande dimanche. Le mariage et l'adoption pour les couples gays sont au programme du nouveau président de la République. Un mois après la mise en service des lignes 3 et 4 du tramway de Montpellier, quel est l'avis des usagers? Les problèmes observés depuis le 7 avril persistent-ils? Réponse dans ce journal, nous avons testé les nouveaux trams aujourd'hui. Et puis à Palavas, les flots, la Feria de la Mer s'est achevée hier sur la sortie en triomphe des toreros El Rouli et Juan Bautista. Ils ont coupé 3 oreilles chacun face aux taureaux de l'élevage andalou de Santiago Domecq à l'issue d'un mano à mano passionnant qui avait rempli les arènes palavasiennes. Mais on commence cette édition par les tractations qui s'accélèrent au sein de la gauche dans la perspective des élections législatives. Ce matin, le chef de file du Front de gauche, René Revol, chef de file régional, candidat sur la 2e circonscription de l'Hérault, a évoqué plusieurs hypothèses sur les alliances possibles avec le PS, mais aussi sur son propre sort de candidat avec peut-être une surprise à Montpellier. Écoutez René Revol. On n'est pas dans une aventure individuelle. On est dans un combat collectif à l'échelle nationale. Et ce combat collectif fait que moi je suis les batailles qui sont menées. Si on me disait que la circonscription doit être réservée à Jean-Luc Mélenchon pour qu'il puisse aller à l'Assemblée nationale, ce qui est mon vœu le plus cher, je me retire dans la minute et je fais campagne immédiatement pour lui pour qu'il soit élu. Si à Yvonne Le Dain on me dit qu'il faut se retirer, je me retirerai. Mais ça sera en échange du fait qu'à l'échelle nationale, eh bien, le Front de gauche sera représenté. Et si Yvonne Le Dain doit se retirer, j'espère qu'elle fera comme moi. Voilà, et René Revol est bien candidat sur la 2e circonscription de l'Hérault. En tout cas à Marseille, même scénario ce matin, conférence de presse du Front de gauche avec le cas de Jean-Luc Mélenchon évoqué pour les mêmes élections législatives. Jean-Luc Mélenchon, candidat à Montpellier, à Marseille ou ailleurs. Réponse, si tout va bien, ce jeudi 10 mai. C'est la date aussi du premier débat des législatives sur TV Sud à partir de 20h45 et il concernera justement la 2e circonscription de l'Hérault que j'évoquais il y a un instant. En tout cas, au lendemain d'un 8 mai célébré dans l'unité par Nicolas Sarkozy et François Hollande, les premières mesures du nouveau président de la République s'annoncent avec, entre autres, le blocage du prix des carburants durant 3 mois ou l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire. À Montpellier, au soir de l'élection, c'est le mariage homosexuel qui revenait au premier plan avec une émotion intense, notamment pour un couple qui a porté en février 2011 la cause du mariage gay. Regardez. Ils n'ont pas pu retenir leurs larmes à l'annonce du résultat de la présidentielle. Ce dimanche soir, ils tombent dans les bras d'Hélène Mandroux, Florent et Tito, ce couple homosexuel marié symboliquement il y a un peu plus d'un an par le maire de Montpellier. Pour eux, l'élection de François Hollande peut changer beaucoup de choses. C'est plein d'espoir pour tout le monde, c'est plein d'espoir pour tous ceux qui étaient exclus jusqu'à présent depuis 5 ans, depuis 17 ans et qui vont enfin avoir voix au chapitre. C'est un espoir pour la culture, c'est un espoir pour les homosexuels, c'est un espoir pour les immigrés, oui. C'est un espoir pour tout ce qui fait la grandeur de la France. Le mariage et l'adoption pour les couples gays sont donc au programme du nouveau président de la République. À Montpellier, le maire s'est engagé depuis plusieurs années aux côtés de la 2e communauté homosexuelle de France. La société bouge, la société évolue et vous savez que j'ai fait un mariage effectivement symbolique parce que je considère qu'on ne doit pas être discriminé en fonction de son orientation sexuelle. Ce n'est pas acceptable et je pense que les hommes et les femmes doivent partout avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et récemment, alors que j'étais à Paris, j'avais rencontré effectivement des amis à Paris qui m'ont dit Montpellier doit être la première ville de France où il y aura le premier mariage officiel. Et je pense que ça, c'est une évolution de la société. Et du côté des associations, au-delà des promesses, on attend maintenant des décisions rapides, mais pas avant les élections législatives. Toute promesse faite nécessite une majorité parlementaire. Donc cette égalité sera permise que si cette majorité est élue. Et quand je dis majorité, je parle bien de l'ensemble des composantes de gauche. Et puis ensuite, il faudra passer à l'action. L'action, pour nous, elle s'inscrit dès le mois de septembre prochain. François Hollande a pris des engagements sur le printemps 2013. Nous considérons que les textes étant prêts, on aimerait bien que cette mise en application intervienne dès le mois de septembre. Voilà, il faut plus attendre. Aujourd'hui, c'est pas un caprice des populations lesbiennes, gays, bi-trans, c'est une nécessité sociale, c'est une urgence sociale. Et le thème de la marche des diversités Gay Pride avait déjà été choisi, quel que soit le résultat de l'élection présidentielle. La République exige l'égalité, ce sera le message lors de cette manifestation prévue à Montpellier le samedi 2 juin.
La campagne des présidentielles est sitôt terminée. Les législatives prennent donc le relais très rapidement, je vous le disais en ouverture de ce journal. L'objectif pour la gauche est d'obtenir une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale dès dimanche soir. Sur notre plateau, s'amorçaient les premières annonces dans ce sens. Je vous propose d'écouter Claude Barral, candidat de gauche sur la 9e circonscription où Patrick Vignal a été investi par le Parti socialiste. C'était sur notre antenne quelques minutes après l'annonce de l'élection de François Hollande. Écoutez. Si je suis candidat, j'explose le candidat officiel du parti, mais je ne suis pas forcément élu. Parce qu'il faut faire 12,5% des inscrits. Je vous rappelle les chiffres. 40% du corps électoral est dans le canton de Lunel, 40% dans le canton de Moguio, et 20% à peine sur le canton Montpellier 4. Autrement dit, le candidat du parti est un ovni entre Moguio et Lunel. Voilà la réalité aujourd'hui. Pour des raisons que je n'ai pas développées, il n'a pas pu faire campagne comme il aurait voulu, comme il aurait pu, etc. Bref, aujourd'hui, on est à 30 jours ou 40 jours du vote et on ne connaît toujours pas qui est M. Vignal. Donc voilà, et je n'ai strictement rien contre lui. Je pense que le parti a fait une erreur de l'investir, mais les choses étant ce qu'elles sont, aujourd'hui, je suis ravi que François Hollande soit élu président de la République. Je l'ai soutenu et je le soutiendrai. Mais je pense que cette circonscription elle est difficile. Et une autre information politique pour vous dire que l'ambiance est aussi tendue au sein d'Europe Écologie Les Verts. La porte-parole régionale Aliénor Bertrand annonce sa démission de sa fonction de porte-parole régionale. Dans un communiqué, elle indique, je cite, « Notre direction se fourvoie dans une ligne politique qui fait passer nos priorités écologiques après des arrangements politiciens », dit-elle. Cette logique la conduit inévitablement à un durcissement interne. Fermez les guillemets. Un dernier mot de ce contexte politique pour vous dire que le dernier Conseil des ministres du gouvernement Sarkozy, réuni ce matin à Paris, a nommé un nouveau préfet du Gard. Il s'agit de Georges-François Leclerc, qui était le directeur de cabinet adjoint de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Les suites de l'affaire Mera, ce lundi, le père d'Abel Chenouf, ce militaire gardois tué à Montauban le 15 mars dernier, a décidé de porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Albert Chenouf explique les raisons de sa plainte au micro de Franck Chassagnon. C'était cet après-midi à Manduel. Écoutez. Je considère M. Nicolas Sarkozy et Bernard Scarsini, l'ancien chef d'État en tant que chef des armées et M. Scarsini en tant que directeur de la DCRI, comme responsable de la mort de mon fils. Je suis persuadé qu'il aurait pu empêcher ça. Dites-moi, il était à Toulouse, on l'a localisé. Pourquoi faire descendre le raid alors que les policiers toulousains auraient pu mettre la main dessus? Pourquoi ne pas l'attaquer en balles en plastique qui font mal mais qui tuent pas? Pourquoi ne pas l'attaquer avec du gaz, avec des produits pour endormir? Pourquoi le raid et pourquoi pas le GIGN? Je ne demande ni la guerre ni rien du tout. Je veux la clarté. Je veux qu'on me dise pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai perdu un enfant, j'ai perdu un homme qui allait être papa et on lui a enlevé ce bonheur. Pourquoi? Et collatéralement, on nous a enlevé ce bonheur à nous aussi. Voilà, et suite à sa plainte, le père d'Abel Chenouf sera reçu le 15 mai par un juge antiterroriste à Paris. De son côté, Caroline, la compagne du militaire tué qui a depuis accouché d'un petit garçon, devrait se marier demain à titre posthume à Nîmes. Le père d'Abel Chenouf n'est pas opposé à ce mariage, mais il n'assistera pas à la cérémonie. Il y a un mois, les lignes 3 et 4 du tramway étaient inaugurées à Montpellier. Après quelques problèmes de mise en route, nous avons voulu savoir si tout était rentré dans l'ordre. Quel est votre avis, vous, les usagers, sur ces nouveaux tronçons de transport en commun? Élément de réponse, Marie Aubazac. Avec l'arrivée de la ligne 3 et 4, le réseau de tramway de Montpellier s'est étendu de 23 km et dessert désormais plus de 8 communes. Un gain de temps qui ravit les usagers. Je suis très satisfait, surtout que elle dessert de l'ouest à l'est. Donc pour moi c'est pratique. Avant je devais aller prendre le bus La Ronde ou alors aller jusqu'à Saint-Éloi prendre le tramway. Pour aller en ville, je gagne 35 minutes. Il y a quand même une meilleure desserte sur tous les points de Montpellier et au-delà. La ligne 3 c'est super pour la plage, on peut aller à la plage l'été donc tranquillement. Après il y a Vélomag à l'arrivée. Pour le lycée c'est vachement bien. Je mets 10 minutes pour aller au lycée. Et... Tout est optimal, c'est génial, franchement.
C'est un plus et comme il y a beaucoup de lieux à visiter à Montpellier, c'est très bien. Je trouve que c'est une grosse valeur ajoutée pour la ville qui est en pleine expansion. Je pense que la ligne 3 est une très très bonne ligne et c'est la meilleure des lignes qui puisse exister. Après un début difficile au niveau du croisement des 4 lignes à la gare Saint-Roch, tout est rentré dans l'ordre. C'est maintenant le retard des tramways qui pose problème. Sur les quais de la ligne 3 et 4, les passagers patientent encore trop souvent. C'est le cas notamment au terminus de la ligne 3 à Latte, où il faut attendre plus d'1 quart d'heure entre chaque tramway. Quelques problèmes sur les horaires, pareil qu'ils s'affichent pas trop, c'est pas très synchronisé par rapport aux horaires. Ah, mais de temps en temps, il y a des petits problèmes, mais enfin, on fait face. Le seul problème, c'est les panneaux d'affichage qui bug beaucoup. Au niveau des horaires, c'est sûr, c'est pas top. Enfin, il n'y a pas trop de trams en ce moment, donc on attend beaucoup. Beaucoup de monde, les arrêts sont plus longs, puisqu'il y a du monde quand il manque un tram au milieu, et voilà quoi. Non, les horaires ne sont pas du tout bons. Un problème de régularité donc, mais pas seulement. Les panneaux d'affichage ne fonctionnent pas à toutes les stations et n'indiquent pas toujours le bon temps d'attente, souvent plus long que prévu. Et si à l'intérieur du tram tout est fait pour faciliter le voyage, à l'extérieur c'est une autre affaire. Les arrêts pour les correspondances étant souvent mal indiqués. Des problèmes restent donc à régler. Avec ces 4 lignes, Montpellier a le réseau de transport le plus complet de France, après Paris. C'était aujourd'hui la journée de l'Europe. À cette occasion, la Maison de l'Europe de Montpellier a organisé plusieurs activités destinées à promouvoir la connaissance de l'institution européenne. Je vous propose d'écouter Jean-Claude Gégaud, président de la Maison de l'Europe, au micro de Mario Bazac. On n'en parle pas assez, il faut mieux la connaître en connaissant ses défauts parce qu'elle est loin d'être parfaite. Un certain nombre de politiques menées par l'Union européenne sont très discutables. Je pense notamment à ce qui est imposé actuellement au peuple grec alors qu'on a admis la Grèce dans l'euro, alors qu'on savait très bien que sa fiscalité n'était pas à niveau, que ses comptes n'étaient pas sérieux, etc., etc. Donc l'Europe, c'est pas quelque chose de parfait, mais les citoyens devraient s'en saisir beaucoup plus pour essayer d'améliorer et de la rendre véritablement l'Europe des peuples et pas uniquement une Europe des marchands ou Europe de la finance. Voilà, et ça ne vous a sûrement pas échappé, le quotidien régional Midi Libre a décidé d'accorder une très large place à l'Europe dans ses éditions de ce mercredi 9 mai. Sport, la fin de la saison de handball féminin s'annonce à Nîmes. Le HBCN terminera à la 7e place cette année avant de vivre de profonds changements avec le départ annoncé de son emblématique président Olivier Gébelin après 22 ans de présidence. Les conséquences avec Olivier Michel. Avec un maintien assuré, le dernier match du HBCN face à Dijon n'avait que peu d'enjeux mais beaucoup d'émotions. Olivier Gébelin a décidé de quitter le club après 22 ans de présidence. Cet hommage, c'est au club qu'il faut le rendre et moi je n'ai été que celui qui a quitté le club et je sais que mes successeurs auront la même foi, la même force pour amener le club encore plus haut et c'est ce qui me réconforte. C'était touchant. Ah, c'était très émouvant, oui. Le président a connu une belle aventure avec le club en maintenant l'équipe féminine en première division depuis 15 ans. Palmarès qui a été marqué par la victoire de 2 Coupes d'Europe en 2001 et 2009 et 4 finales nationales. Mais en cette fin de saison, Olivier Gébelin n'est pas le seul à quitter le club. 5 joueuses ont fait ce choix, parmi lesquelles Sophie Herbrecht, Gervaise Pierson ou Katharina Bralo. Un choix qui attriste Manuela Eli, l'entraîneur. Beaucoup d'émotions parce que quand je les vois jouer comme ça, je suis quand même très fière d'elles. Je crois que c'est une page qui tourne et je leur souhaite de jouer comme ça à tous les matchs. Merci. Une tristesse et des larmes qui pourraient aussi avoir une autre source. Présente au HBCN depuis 18 ans, Manuela Eli envisagerait de raccrocher les gants. Voilà, et notez que vous pourrez revivre la belle victoire du HBCN face à Dijon ce vendredi soir, le 11 mai, à partir de 21h45 sur l'antenne de TV Sud avec aux commentaires, comme d'habitude, Christophe Chay. Les fans de sports extrêmes, eux, se préparent à vivre une semaine folle. Depuis quelques jours, les menuisiers, les terrassiers se relaient sur les berges du Lez afin d'installer les rampes et autres tremplins qui serviront de terrain de jeu au qualifié du FISE qui se déroulera au pied de l'hôtel de région du 16 au 20 mai. TV Sud y sera présent, évidemment.
Et puis pour la première fois, nos confrères de l'Équipe TV délocalisent l'Équipe du soir, le programme phare à Montpellier. Une émission présentée par Olivier Ménard, enregistrée chez François Trinduc dans son restaurant du centre-ville. L'international du 15 de France ne sera pas seul puisqu'il sera accompagné de Nicolas Karabatic et d'Olivier Giroud. Un plateau de rêve pour une émission exceptionnelle que vous pourrez voir ce soir sur l'Équipe TV à 22h30, mais aussi sur l'antenne de TV Sud dès jeudi soir à 19h45. Un partenariat qui préfigure d'autres aventures communes à venir. Les explications de Benoît Pansivi, directeur de la rédaction de l'Équipe TV, au micro de Jean Brun. Dans le cadre du passage de l'Équipe TV sur la TNT, le projet Équipe HD, on a conclu des partenariats avec des TNT locales, à l'image de TV Sud. Et c'est vrai que pouvoir travailler ensemble avec les chaînes locales, comme TV Sud, sur des événements, qu'ils soient émissions, qu'ils soient compétitions, de pouvoir partager nos savoir-faire, nos compétences, etc. sur des événements comme celui-là, évidemment, ça nous permet de tester aujourd'hui, l'équipe du soir ici à Montpellier, de tester les partenariats de demain avec les chaînes locales. À Palavas-les-Flots, la Feria de la Mer s'est achevée hier avec la sortie en triomphe des toreros El Rouli et Juan Bautista. El Rouli qui torait pour la première fois en France cette saison et l'Arlésien Juan Bautista ont coupé 3 oreilles chacun face aux taureaux de l'élevage andalou de Santiago Domecq à l'issue d'un mano à mano passionnant qui avait rempli les arènes palavasiennes. Les organisateurs ne cachaient pas leur satisfaction. Reportage de notre duo de spécialistes Christophe Chay, Olivier Michel. La Feria de Palavas connaît pas la crise. Pour sa 15e édition, le cycle taurin Hérolté s'est conclu hier soir sur une note triomphale avec le grand succès d'El Rouli et Juan Bautista à l'issue de la 3e corrida de la Feria de la Mer. Une course qui avait rempli les arènes Manuel Benítez El Cordobès pour le plus grand plaisir des organisateurs qui ont noté une hausse de la fréquentation sur les gradins. C'est pas facile de monter des corridas comme ça, vous le savez. El Rouli qui s'arrime comme s'il était dans les arènes de Madrid pour Palavas, c'est une reconnaissance et c'est une grande fierté. Jean-Baptiste qui quand même veut faire voir qu'il est là à Palavas. Pour nous, pour moi en tout cas personnellement, c'est un grand moment d'émotion. C'est un peu une reconnaissance de 15 ans de travail cette corrida en fait pour moi. Côté piste, El Rouli et Juan Bautista, les deux amis toreros, se sont partagés équitablement un total de 6 oreilles face au bétail andalou de Santiago Domecq. Si le torero madrilène a excellé dans un numéro d'immobilité devant le 5e taureau, son homologue arlésien s'est distingué à l'exemplaire suivant en livrant une partition particulièrement spectaculaire et enlevée. C'est pas des après-midi faciles, c'est sûr, parce que le Rouli est un très grand torero et être en compétition comme ça direct avec lui sur un man-à-man, c'est pas facile, mais bon, j'ai essayé de donner le maximum. C'est vrai que par moments je me suis fait plaisir, il y a eu des taureaux très intéressants et le Rouli aussi s'est fait plaisir. Je crois que dans l'ensemble ça a été une belle après-midi. Un après-midi qui a ravi les spectateurs présents et qui conclut en beauté un cycle taurin marqué par le succès des courses camarguaises et le grand triomphe du rejoneador navarrais Pablo Hermoso de Mendoza lors de la corrida équestre dominicale. Le corrida de Robert, un petit peu compliqué avec du règne, mais pas inintéressante, donc on a vu des taureaux. La corrida avec Mendoza, 4 oreilles de queue, Mendoza exceptionnel qui nous met le niveau excessivement haut. Et la corrida d'aujourd'hui, on voit 3 gros spectacles, des courses camarguaises de bonne tenue. Je crois que le bilan artistique de cette 15e feria est très positif. À l'heure où les grandes arènes sont amenées à faire des choix en termes de programmation, Palavas-les-Flots et ses affiches axées sur la diversité n'ont pas fini d'étonner. Voilà, et notez que la présentation de la Feria de Béziers aura lieu vendredi avec une interrogation quant à la participation de Sébastien Castella, dont le manager n'aurait pas trouvé d'accord financier avec Robert Marger, le directeur des arènes de Béziers. Ce soir, en tout cas, ne manquez pas Tendido Sud à 20h45 sur TV Sud. L'invité de Christophe Chay sera le directeur des arènes de Nîmes, Simon Casas, à l'occasion d'une émission spéciale dédiée aux 60 ans de la Feria de Pentecôte. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal et nos émissions sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain, 12h30 avec Jean Brun. Passez une excellente soirée sur TV Sud.